Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief sur Média. Merci de nous rester fidèles. En Mauritanie, le Conseil constitutionnel a confirmé la réélection de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani dès le premier tour de la présidentielle avec 56,12% des voix. Le président sortant obtient ainsi un second mandat en devançant son principal opposant, Brahim Da Abed, qui a obtenu 22,10% et les 5 autres candidats en lice pour ce mandat. Le président Ghazouani a promis de s'attaquer à la situation des jeunes, aux conditions de l'émergence économique de la Mauritanie et au maintien de la stabilité sécuritaire dans son pays situé dans la zone Sahel. Quel bilan du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani? Quel chantier attendent le président mauritanien suite à sa réélection? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous parlerons du commandement français pour l'Afrique. Paris s'est désormais doté d'un nouveau commandement pour l'Afrique au sein des armées françaises, placé sous la direction du général Pascal Lani. Ce dernier, qui prend officiellement fonction en août 2024, aura pour mission de coordonner et de piloter l'ensemble des opérations militaires françaises sur le continent. La création de ce commandement unifié va s'accompagner d'une réduction significative des effectifs militaires français dans la région. Cette nouvelle ère marque un tournant dans l'approche stratégique de la France en Afrique. Quel impact de ce commandement unifié français pour l'Afrique? Quel avenir de la diplomatie française sur le continent? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. Bonjour Daoud, je vous remercie. Merci également à votre co-débatteur, M. Mamadou Thior, autant pour moi, un confrère. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci également, Thior, d'être là à nouveau avec nous. Merci Daoud de l'invitation, toujours ravi d'être là. Et plaisir toujours tout aussi partagé. Je reste d'ailleurs avec vous. Réélection de Ghazouani pour un second mandat. Selon vous, pourquoi les Mauritaniens ont préféré opter pour la continuité plutôt que la rupture? Oui, je pense que quand le président qui a été élu, El Ghazouani, venait au pouvoir, la situation était volatile, surtout au plan sécuritaire. Et là, quoi qu'on puisse dire, son premier mandat, on a vu comment il a géré, parce que c'était une urgence, cette situation sécuritaire pour apaiser. Parce que quand vous regardez le voisin malien, bon, souvent les terroristes entraient en Mauritanie. Et ça aussi, au point même que, par exemple, avant sa venue, avant sa première élection, le Paris-Dakar a quitté l'Afrique parce qu'il y avait beaucoup d'attaques et de menaces. Mais là, quand même, il y a une certaine stabilité, même si, bon, il faut relativiser, mais il a réussi à ramener le calme dans le pays. Et c'est ça que les Mauritaniens ont voulu saluer. Comme un bon militaire, il était l'ancien ministre de la Défense, des Forces armées, pour dire. Donc, qui mieux que lui pour peut-être diriger le pays d'une main de fer, entre guillemets, et ramener la sécurité. Et maintenant, les autres points, au plan économique et autres, on pourra en parler, mais c'était l'aspect sécuritaire, je pense, qui a convaincu les Mauritaniens, parce qu'il faut d'abord vivre en paix pour prétendre à autre chose. Vous le disiez tout à l'heure, ancien ministre de la Défense, aussi ancien chef d'état-major général des armées mauritaniennes. Également, il a eu à diriger aussi la sûreté nationale de ce pays-là qui est la Mauritanie. Si on reste toujours dans cette dynamique aujourd'hui, quel bilan tirez-vous aujourd'hui de ce mandat du président Ghazouani 2019-2024, de son premier mandat? Je pense que le fait qu'il ait été élu avant la fin de son premier mandat président de l'UA, même si bon, c'est la présence tournante qui devait revenir au Maghreb qui lui échoua, parce qu'au nord, entre l'Algérie et le Maroc, ils ne s'entendent pas pour que quelqu'un puisse prendre la présence. Ça montre un peu que sur la scène continentale, il a pesé, parce qu'il a bien ancré la démocratie mauritanienne. Parce que ça aussi, rappelez-vous, Abdelaziz, quand il quittait le pouvoir, les opposants, les hommes d'affaires étaient traqués, beaucoup étaient même exilés. Donc de ce côté-là, quand il a été élu, El Ghazouani, il a réussi à ramener tous ces gens-là au bercail. Le patron des patrons au Maroc, du moins de la Mauritanie, était exilé. Et ça, moi je considère que c'était quand même une bêtise de l'ancien président Abdelaziz. Et même les principaux opposants,
et ce n'était pas bien pensé. Et là, quand il est revenu, je pense qu'il a été quand même beaucoup plus compréhensif à l'égard de son opposition que son prédécesseur, qui a maille à partir avec la justice. Et je pense qu'il a un peu lâché du lest. Il n'a pas pu être candidat pour ses devoirs judiciaires. Mais je pense que tout cela que les Mauritaniens ont voulu saluer, l'homme a été à la hauteur de ce qu'ils attendent dans une démocratie, surtout dans le contexte africain. Et comme vous l'avez dit également, sous son magistère, on a noté également une plus grande ouverture de l'espace civique mauritanien. Cheikh, 7 candidats étaient en lice pour cette présidentielle mauritanienne qui a consacré, je le disais, la victoire du président sortant, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. L'élection s'est en tout cas globalement déroulée selon la CENI, bien déroulée globalement, à part aujourd'hui quelques contestations, mais avant la confirmation des résultats par le Conseil constitutionnel. Vous, quelle lecture faites-vous de l'organisation de ce scrutin en Mauritanie? Oui, tout d'abord, avant d'intervenir même sur l'organisation de ce scrutin-là, j'aimerais dire que la Mauritanie est un pays assez spécifique, de Ould Taya à Ould Dada jusqu'à Abdelaziz, en passant avec l'actuel président qui vient de gagner les élections. C'est un pays qui a une position géographique assez stratégique comme celui pratiquement du Sénégal. Donc un pays qui a connu, comme la majeure partie des pays africains, des querelles politiques, donc des indépendants jusqu'à aujourd'hui. Mais ce pays a toujours su garder sa stabilité, des coups d'État également, comme vous l'avez dit. Donc, mais c'est un pays qui a toujours su faire montre de sa stabilité, mais aussi de sa grandeur par rapport à beaucoup d'aspects. Comme l'a dit le doyen, sur le plan sécuritaire, nous avons vu que la Mauritanie, depuis quelques années, est en train de damer le pas à ces groupes terroristes qui envahissent pratiquement le Sahel pour faire tomber villes et villages. Mais donc ces dernières années aussi, il y a quelques couacs avec le Mali, mais alhamdoulilah, on a vu donc les autorités mauritaniennes et les autorités maliennes se rencontrer et mener des pourparlers. Donc par rapport à ces élections-là, il fallait s'y attendre parce que quoi qu'on puisse dire, Ghazouani a su relever beaucoup de défis sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, parce que la Mauritanie, comme le Sénégal, va être un géant gazier. Vous l'avez vu, Bassirou Diomaye Faye, le président de la République du Sénégal, a consacré sa première visite donc, en Mauritanie. Donc pour vous dire que c'est des pays, en tout cas, qui sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan stratégique, sont en train de montrer la voie au continent africain. Maintenant, il reste à revoir peut-être au niveau de ces élections. On a vu l'opposition mauritanienne brandir qu'il y a eu des fraudes électorales, ainsi de suite. Mais si on constate vraiment ce que les observateurs ont dit, c'est que les élections sont déroulées sur vraiment de bonnes bases, mais aussi que Ghazouani pratiquement est sorti vainqueur lors de ces premières tendances-là. Donc pour vous dire tout simplement que la Mauritanie est sur le chemin vraiment de la démocratie, mais aussi de l'organisation d'élections libres et transparentes qui vont permettre à la classe politique de pouvoir participer à ces élections-là, mais aussi permettre aux populations d'accéder au vote. Parce que la Mauritanie, l'État a su contrôler beaucoup de zones où il y avait une présence terroristes, donc c'est des zones où l'État n'avait pas trop de présence. Donc Ghazouani a réussi cela, donc les populations ont pu voter. Donc il appartient aux populations mauritaniennes maintenant de choisir. Ils ont choisi Ghazouani. Donc pour la stabilité et vraiment le développement et la continuité, je pense que les Mauritaniens doivent l'aider, par exemple, pour son second mandat. On reste sur ce choix aujourd'hui, basé sur ce choix également de Ghazouani qui soutient, je le cite, « Je m'engage à être le président pour tous les Mauritaniens sans exception ni discrimination et à poursuivre la politique de la main tendue et la démarche de concertation, de dialogue et de partenariat avec l'ensemble des acteurs politiques, y compris les concurrents à l'élection présidentielle de 2024. » C'est ce qu'a déclaré le président Ghazouani après sa réélection. Son principal opposant, Brahim Da Abed également, lui a soutenu en tout cas que lui, il dit continuer à tendre la main pour un dialogue avec l'actuel pouvoir pour résoudre ce qu'il qualifie de crise post-électorale. Au-delà de cette ouverture des uns et des autres aujourd'hui, est-ce qu'avec cette réélection, on peut aujourd'hui aller vers de larges concertations entre ces différents acteurs qui constituent l'espace politique mauritanien? Effectivement, il le faut. Parce qu'on sait que l'espace politique mauritanien, même la société civile et vraiment la population mauritanienne est marquée par plusieurs peut-être inégalités, donc dans plusieurs postes ou plusieurs autres aspects qui se déroulent dans ce pays-là. On nous dit qu'il y a des discriminations. Donc vous avez vu même le discours
discours du président qui nous parle, qui nous dit qu'il ne veut pas, qu'il est là pour agir, pour unifier les Mauritaniens, donc qu'il n'y aura pas de discrimination. Donc tout simplement pour vous dire qu'il est important que ces partis politiques-là puissent se retrouver avec l'actuel régime et discuter de paix et de sécurité. Mais aussi, Ghazouani, l'un de ses principaux défis pour moi, c'est de vaincre aussi ces aspects discriminatoires-là. Cette lutte contre la discrimination entre populations mauritaniennes et également il s'est aussi engagé à indemniser les victimes des événements communautaires de 89 à 91. Effectivement, il est important que la population puisse sentir la présence de l'État à ses côtés dans ces moments difficiles-là parce que beaucoup de Mauritaniens réclament plus de droits, plus de liberté. Donc on sait que Ghazouani a fait des efforts, mais il doit continuer en ce sens pour permettre à tout le monde d'avoir les mêmes chances. La Mauritanie, située dans le Sahel, a réussi à contenir la propagation terroriste à la différence de ses voisins sahéliens. Le pays n'a plus connu d'attaque sur son sol depuis 2011. Le président Ghazouani entretient aussi des relations assez stables avec ses voisins. Cheikh l'a rappelé, il y avait quelques soucis avec le Mali, mais à la suite, aujourd'hui, le dialogue a pu permettre de trouver en tout cas des solutions. Donc il entretient des relations assez stables aussi avec le Mali, le Burkina comme le Niger. Aujourd'hui, comment ces pays de l'AES pourraient s'inspirer de l'expérience mauritanienne en termes de prévention de l'extrémisme violent et de lutte contre le terrorisme? Oui, ils avaient une chance au sein du G5 Sahel qui a fait long feu pour des considérations épidermiques. Le Mali a mis fin à cet ensemble qui, malgré la présence française, quand même essayait, bon an, mal an, de trouver une solution. Et quand on sait qu'il y avait un pays comme la Mauritanie, qui a une expérience à la matière et qui pourrait en faire profiter à ces gens-là. Mais quand on voit la façon cavalière avec laquelle l'organisation a été dissoute, c'est resté en travers de la gauche des Mauritaniens et même des Tchadiens. Et je pense que par rapport à l'expérience mauritanienne de contenir le terrorisme, vous avez vu, aujourd'hui, ils entretiennent de très bons rapports avec le Mali, mais le président El Ghazouani se montre très ferme. Souvent, il est arrivé il y a quelques mois que des Mauritaniens aient été tués à la frontière dans des conditions très louches, mais il a tapé du poing sur la table malgré ses bonnes relations avec le Mali. C'est pour leur envoyer un signal parce qu'il sait, en bon militaire, les gens qui sont de l'autre côté, c'est comme ça qu'il faut faire avec. Et je pense que ce qui a peut-être lieu de faire, c'est ces pays de l'AES gagneraient à se rapprocher de Ghazouani. On le sait, il n'est plus membre de la CEDEAO, donc il est libre d'adhérer même à l'AES et il gagnerait peut-être à essayer de le coopter. Et ils en tireraient le plus grand bénéfice parce qu'aujourd'hui, en termes d'expérience, vous avez rappelé un peu son parcours. Quand on a été patron de la sécurité, chef d'état-major général des armées, après ministre de la Défense, ça veut dire qu'on est un homme du sérail. En termes de sécurité, il connaît beaucoup de choses, les rouages, et c'est quelqu'un qui peut aider un peu cette ARS-là à savoir où mettre les pieds. Comme vous l'avez rappelé, la Mauritanie n'est pas un pays membre, mais un pays partenaire de la CEDEAO. Pourrait-on aussi assister à une alliance entre ce pays qui est la Mauritanie et les pays de l'AES? Oui, moi je pense que rien ne l'empêche, mais ça dépendra de l'attitude, une attitude moins hostile de ces trois pays-là. Parce que ce qu'on voit, ils n'envoient pas un signal qui rassure, surtout à l'égard des ex-amis de la CEDEAO. Parce que quoi qu'on puisse reprocher à la CEDEAO, ces pays aussi ont leur part de responsabilité. Si, par exemple, la CEDEAO n'a pas fait ce qu'il devait faire à un certain moment. La CEDEAO avait eu beaucoup d'initiatives au Sahel en termes de lutte contre le terrorisme. Mais à l'époque, ces pays, certes, Goïta n'était pas là-bas, Traoré, Nitiani avaient préféré adhérer au G5 Sahel, avec les conséquences qu'on a vues par la suite, que l'organisation a été disloquée. Donc, ils ont leur part de responsabilité sur ce toit-là. Si la CEDEAO n'a pas fait ce qu'il fallait, parce que la CEDEAO avait une belle initiative et ils devaient adhérer à cette initiative-là. Dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme également, il y a la CEDEAO sous la direction en tout cas du président nigérian Bola Tinubu qui est en train de revoir la force régionale en attente
pour plus l'orienter. À l'origine, c'était une force régionale en attente contre les putsch, comme il l'avait dit, et contre la lutte contre le terrorisme. Mais aujourd'hui, ce que veut le président Tinubu, c'est plus orienter cette force régionale ouest-africaine vers la lutte contre le terrorisme. C'était une contribution par rapport à ce que vous venez de développer tout à l'heure. Et cher, la Mauritanie a connu une succession de coups d'État de 1978 à 2008, avant que l'élection de 2019 ne marque la première transition entre deux présidents élus. Comment cela pourrait aussi servir d'exemple à ces pays du Sahel qui sont présentement sous transition? Comme vous l'avez dit tantôt, on sait que le Sahel traverse vraiment d'énormes crises, que ce soit le Mali, le Niger et le Burkina, malgré la création de l'AES. L'AES avec le Liptako Gourma qui permettent à ces pays d'avoir une alliance militaire stratégique pour repousser peut-être ces forces terroristes-là. On a vu aussi cette AES-là avoir d'autres aspects, c'est-à-dire sur le plan économique, sur le plan de la coopération. Maintenant, concernant la Mauritanie, bon, c'est un pays qui a connu des crises politiques, des coups d'État, comme vous l'avez rappelé, mais un pays qui a toujours su montrer vraiment sa grandeur par rapport à ces aspects-là. En Mauritanie, il y a eu des coups d'État, il y a eu des changements de régime, mais à chaque coup d'État, il y a une petite transition et après, peut-être, les militaires vont aller dans l'opposition pour essayer de revenir au pouvoir. Donc, c'est une bonne chose, on peut le saluer à ce moment-là où les Mauritaniens acceptent de faire des dialogues pour permettre vraiment aux Mauritaniens de choisir qui sera leur futur dirigeant. Maintenant, cela peut servir d'exemple au niveau de l'AES, parce qu'au Mali, on attend une transition qui devait se terminer il n'y a même pas longtemps, mais le président a finalement prorogé cette transition-là. La situation peut justifier d'une part ce qui se passe actuellement, parce qu'on sait que le Mali, le Burkina et le Niger, mais au Burkina Faso, c'est un pays qui 80% était contrôlé par des groupes terroristes. Il a fallu que le pays se dote d'armes vraiment venant de la Russie, de la Chine et de la Turquie, surtout l'acquisition de drones Bayraktar qui les ont permis de repousser beaucoup de force avec la reprise de Djibo. Au Mali aussi, c'est le même cas, la reprise de Kidal. Donc, c'est des pays, bon, on ne dit pas que le tout militaire est la solution, mais on dit qu'il faut aussi, à un moment donné, essayer de repousser ces forces terroristes-là qui sont vraiment aidées par d'autres puissances, par une main basse qui est là, dont personne ne parle, qui finance ces groupes terroristes-là venus de la Libye, et pratiquement personne n'en parle. Donc, à un moment donné, il faut peut-être comprendre ces pays de l'AES. Certes, nous demandons qu'il y ait des transitions et qu'on permette aux civils de revenir au pouvoir et qu'on permette aussi aux partis politiques de pouvoir compétir, à la presse, à la société civile, ainsi de suite. Mais il est important de dire que quand un pays est submergé par des forces terroristes, par des forces qui menacent la déstabilisation et même l'unité de l'État central, mais qu'est-ce qu'il faut faire à un moment donné? Il faut se battre contre ces groupes-là, pour moi personnellement. Mais cela aussi n'empêche pas d'aller essayer vraiment d'organiser les élections. Et par rapport à se battre contre ces groupes-là, on en parlait tout à l'heure avec Thior, la Mauritanie n'a pas misé sur le tout militaire et pourtant c'est un pays qui a des résultats probants dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de la prévention de l'extrémisme violent. Bon, la situation pour même d'anciens aujourd'hui, groupes ou bien personnes affiliées à des groupes armés terroristes qui ont réussi après à se réintégrer dans la société, qui ont réussi leur réinsertion même sociale. Effectivement, les intérêts pour moi ne sont pas les mêmes. Certes, la Mauritanie est un pays gazier, un pays minier, mais la situation peut-être au Mali, avec ces multinationales qui sont en train d'exploiter l'uranium au Niger, au Mali aussi, et dans d'autres aspects, peut-être ne sont pas les mêmes. Et aussi sur le plan politique et sur le plan même humanitaire, la situation en Mauritanie n'est pas la même situation vraiment au Mali. Parce qu'au Mali, donc c'est un pays qui a été depuis pratiquement 2011-2012 envahi par des forces venant de la Libye. Et je me rappelle bien, Amadou Toumani Touré avait fait appel à l'intervention peut-être de l'Union africaine et de la CEDEAO, mais c'est l'ONU qui avait dit tout simplement que ces pays-là n'avaient pas des moyens économiques pour faire une guerre à long terme. De ce fait, bon, cette force en attente de mise en place par la CEDEAO, peut-être une force qui tarde à agir dans ces secteurs-là, comme vous l'avez dit tantôt. Actuellement, c'est orienté peut-être vers le terrorisme, mais dès sa création, c'était plutôt pour empêcher peut-être les coups d'État, ainsi de suite. Donc, il faut à un moment donné que les Africains de l'Ouest puissent se réunir à travers nos dirigeants et mettre en place cette véritable force qui va agir directement dans ces zones-là. Parce que ce que reprochent pratiquement Goïta et Tiani et les autres là, ce qu'ils reprochent pratiquement à la CEDEAO, parce que les discours que j'entends moi venant d'Abdoulaye Diop, le ministre des
des Affaires étrangères, c'est que tout simplement qu'à un moment donné, les Maliens pensaient que la CEDEAO, avec ses forces en attente, allait agir véritablement, venir les aider sur le plan militaire à lutter contre ces terroristes-là. Mais peut-être les pays de la CEDEAO sont confrontés à un manque de moyens, donc de moyens logistiques, parce que la guerre, quoi qu'on puisse dire, c'est la logistique. Donc les pays qui sont au niveau de ce CEDEAO-là, peut-être, manquent de ces moyens logistiques-là pour intervenir dans ces zones. Ainsi, la France est intervenue, mais à un moment donné aussi, les Maliens se sont dit que peut-être la présence française est une présence qui dérange, parce que, bon, dans certaines zones, on empêchait pratiquement les militaires maliens d'y entrer. Donc pour vous dire qu'il y a beaucoup d'aspects qui font que peut-être ce qui se passe en Mauritanie est différent. D'ailleurs, c'est ce qui a contribué également à, en tout cas, une difficulté notée dans les relations entre la France et le Mali, la France et le Burkina, oui, et la France également et le Niger, c'est-à-dire ces trois pays-là, membres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Et Thior, selon vous, quel chantier attendent aujourd'hui le président élu pour son second mandat, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani? Je pense aujourd'hui qu'il a beaucoup fait au plan sécuritaire. Comme vous l'avez rappelé à l'entame, il doit s'attaquer à donner de l'emploi aux jeunes. Parce qu'on voit que les terroristes, le terreau fertile, c'est la jeunesse désœuvrée. Dans tous ces pays-là, que ce soit Burkina, beaucoup de jeunes, ils arrivent à les occuper, à leur donner de quoi survivre. Et les jeunes prennent des armes. Donc il faut faire en sorte, parce que la Mauritanie a une chance, il a, comme le rappelait Cher, une position qui donne accès à la mer. Et contrairement au Sénégal, c'est des gens qui gèrent très bien la mer. Au plan des ressources halieutiques, c'est un pays qui a beaucoup d'argent qui vient de ce secteur-là. Je pense qu'il faudra faire en sorte que ce secteur-là puisse employer davantage et les autres secteurs, mais occuper les jeunes pour qu'ils ne répondent pas aux sirènes des terroristes. Parce que là, il a d'ailleurs parmi ses priorités pour ce second mandat. Tout à fait. Je pense que s'il le fait, il aura réussi à stabiliser son pays davantage. Et quand on a vu que le président Bassirou Diomaye Faye, son premier voyage, c'était là-bas, c'était un signal fort. Il faut faire en sorte que la gestion du gaz entre les deux pays, à la frontière entre les deux pays, ne soit pas source de problème. Et que les deux pays en tirent le plus grand bénéfice. Ça aussi, ça va permettre de pouvoir investir dans d'autres secteurs pour donner des emplois aux jeunes. Parce que si on occupe les jeunes, on peut gouverner tranquillement. Mais si ce n'est pas le cas, on a des soucis à se faire. Par rapport à la gestion aussi des ressources halieutiques mauritaniennes, les nouvelles autorités sénégalaises également sont dans cette même dynamique aujourd'hui de revoir ces accords de pêche et de voir comment mieux gérer ces ressources halieutiques sénégalaises-là. Et sur la période, on parlait tout à l'heure de jeunes, d'emploi des jeunes et de sécurité. Là, on en va à l'économie. Sur la période 2024-2026, la croissance de la Mauritanie devrait être de 4,9% en moyenne grâce au lancement de la production de gaz au second semestre 2024. C'est ce qu'estime la Banque mondiale. L'inflation qui est passée également d'un pic de 9,5% en 2022 à 5% en 2023 devrait également continuer à diminuer pour atteindre 2,5% en 2024. Comment cela pourrait davantage aider le président élu à mieux répondre aux attentes de ces populations, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est important de répondre aux attentes de ces populations, surtout à cette couche des jeunes-là? Je pense que la chance qu'ils ont les deux pays, parce qu'au Sénégal, ils vont aller près dans 2 ans à une croissance à 2 chiffres, au-delà de 10%. Et la Mauritanie aussi devait prendre la même tendance. Maintenant, le défi, c'est de bien gérer les ressources qui proviendront du gaz et du pétrole qui ont été découverts dans les deux pays et faire en sorte que cette gestion-là puisse profiter au maximum de Mauritanie. Parce que regardez ce qui s'est passé. L'exemple du Tchad doit servir de leçon, où il y avait des ressources énormes en pétrole. Aujourd'hui, le Tchad est exsangue, au point que même il y avait des arriérés de salaire pour les fonctionnaires. Je pense que c'est un exemple à éviter. Et ça, on peut revoir un peu les termes de certains contrats, parce que quand on voit un peu en termes de pourcentage, souvent c'est au détriment de nos pays, mais c'est le secteur qui est ainsi fait. Mais il faut peut-être revenir pour tirer encore davantage de ces ressources, parce que les populations ne comprendraient pas que les ressources là soient découvertes dans leur pays
et que ça ne leur profite pas, ça profite plutôt à des étrangers. Ça aussi, dans la mentalité africaine aujourd'hui, les jeunes sont décomplexés vis-à-vis de l'Occident. Ils se disent qu'on n'a absolument rien à envier à ces gens-là. Nous avons été formés ou bien mieux formés qu'eux. Donc, il faut que les choses changent. Et c'est ça qui fait que, bon, souvent, certains dirigeants ont des difficultés avec la jeunesse dans les pays parce qu'ils sont en décalage par rapport à ce que la jeunesse réclame. D'où l'engagement de ces actuels dirigeants africains comme le président Ghazouani à mieux répondre à l'attente de leur population comme de leur jeunesse aujourd'hui qui ont d'importantes en tout cas attentes par rapport à ces présidents-là ou bien par rapport à leurs gouvernants. En seconde partie du débrief, il sera question de parler du nouveau commandement français pour l'Afrique et c'est tout de suite. De retour pour la seconde et dernière partie de votre émission Le Débrief. Cher Sadibou, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la mise en place par Paris d'un nouveau commandement militaire pour l'Afrique? Bon, actuellement, on a vu que Paris a mis en place un nouveau commandement militaire dirigé par Pascal Lamy. Donc, cela montre que la France, à un moment donné, est en train de revoir ses positions géopolitiques, mais aussi ses positions géostratégiques sur le continent africain. Parce que quoi qu'on puisse dire, c'est que la France vraiment a été le pays qui a colonisé la plupart des pays francophones. Donc la France y a mené une politique peut-être, une politique qui n'a pas plu à la population, mais aussi à certains dirigeants de ces pays-là. On se souvient du Gabon avec Léon Mba. Donc à un moment donné de l'histoire, les populations commencent à se réveiller, à comprendre qu'il est temps que cette présence militaire française-là qui est en Afrique, qui est perçue par le commun des mortels africains comme une présence militaire de trop. Parce qu'un pays qui vous a colonisé et finalement qui vous donne l'indépendance et qui met des bases militaires à coups de milliers d'hommes dans ces pays-là, à un moment donné, ça peut déranger. Parce que si on prend le cas britannique, les Britanniques, après les indépendances, n'ont pas maintenu des bases militaires. Donc, ni d'autres grands États. Certes, il y a une coopération militaire entre des États. Bon, on voit les États-Unis avoir des bases un peu partout dans le monde, et ainsi de suite. Mais pour le commun des mortels africains, la présence militaire en France symbolise une présence coloniale, une présence de domination, une présence qui prive nos pays de démocratie, mais aussi qui prive nos dirigeants d'avoir une vision claire par rapport à une politique sécuritaire. Ce dont vous parlez, c'est d'ailleurs cette perception aujourd'hui de l'armée française ou bien de la présence de l'armée française sur le continent qui a conduit en tout cas les dirigeants ou le gouvernement français à revoir ses positions. Mais ce changement de paradigme n'était-il pas prévisible, cher, au vu des mutations géopolitiques actuelles et de la perte d'influence de la France, surtout dans la région ouest africaine? Effectivement, c'était prévisible parce qu'à un moment donné, même les dirigeants français, ils se trompent. Ils se trompent lourdement quand ils parlent de sentiments anti-français. Je pense que ce qui se passe en Afrique n'est pas un sentiment anti-français. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, dans la tête du commun des mortels, un pays qui a su dominer des espaces pendant des siècles ou des années, un pays qui négocie des accords d'indépendance avec la plupart de ces pays-là et qui signe après des accords militaires avec ces pays et qui maintiennent des bases militaires au niveau de ces pays-là. Donc cela, qu'est-ce que ça représente pour le commun des mortels africains? Cela représente tout simplement une domination accrue. Une domination qui ne permet pas à ces États-là d'avoir une véritable politique de développement sur le plan économique, sur le plan stratégique. Parce que quoi qu'on puisse dire, il y a par exemple le cas du Sénégal. Il y a 250 entreprises françaises au Sénégal. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis qu'à un moment donné, ces pays-là veulent prendre peut-être leurs responsabilités par rapport à leur devenir. Et on ne les reproche pas cela. Moi, personnellement, je ne les reproche pas cela. Je pense qu'on est dans un monde où il y a une diversification des partenariats économiques et ces pays ont su peut-être diversifier leurs partenariats en s'alliant avec les États-Unis, avec la Russie, avec l'Allemagne et d'autres. Maintenant, il appartient maintenant aux autorités françaises de revoir vraiment leur politique par rapport à ce qui se passe en Afrique. Parce que les données géopolitiques ont changé. Maintenant, il ne s'agit plus d'aller à Paris pour seulement négocier des accords. On peut aller à Pékin, à Taïwan ou d'autres. Il faut que les Français comprennent cela et puissent
adopter un partenariat gagnant-gagnant entre la France et peut-être le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, ainsi de suite. Sinon, on risque de revoir ces genres de crises reprendre de plus en plus belles. Mais ce qui m'exaspère personnellement, excusez-moi du terme, c'est que je vois les autorités françaises penser que, en Afrique, il y a une certaine propagande russe, certes. Les Russes, comme eux, ils font de la propagande parce que chacun défend ses intérêts. La France, avec ses masses médias qui existent dans le monde, défend ses intérêts. Mais les Russes ont ce droit-là. Maintenant, il appartient à ces Français-là, à ces autorités françaises, de comprendre qu'à un moment donné, les Africains vont prendre les responsabilités par rapport à leur devenir. Parce que d'ici quelques années, l'Afrique va faire plus de 2 milliards d'habitants. Il faut que l'Afrique ait une politique industrielle, une politique de développement. Le développement, je le répète partout où je vais, c'est satisfaire les besoins primaires. Mais figurez-vous, dans beaucoup de secteurs en Afrique, on voit qu'il n'y a pas d'eau ni d'électricité. Mais à un moment donné, ces populations-là, il faut que leurs dirigeants puissent prendre des responsabilités, agir par rapport à ces ressources-là qu'on pille dans ces pays-là pour les investir dans le développement de ces zones. De la satisfaction de ces besoins primaires que beaucoup de ces dirigeants africains de plus en plus cherchent à diversifier leurs partenariats avec d'autres pays en s'ouvrant surtout à des pays des BRICS, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, que ce soit la Russie, la Chine ou d'autres pays également membres de ces BRICS-là. Et selon les plans actuels du commandement militaire pour l'Afrique, les forces françaises en Afrique de l'Ouest et centrale vont passer de 3300 à 600 militaires. Seule la base de Djibouti, qui compte 1500 militaires, n'est pas concernée par cette réduction. Quel impact selon vous de ce commandement unifié français pour l'Afrique? Je pense que la France a tout à gagner en s'inspirant de l'exemple britannique que rappelait Cher. Parce que colonisateur pour colonisateur, c'est deux pays qui ont colonisé beaucoup de pays en Afrique. Mais les Britanniques ont décidé, et vous regardez d'ailleurs les pays colonisés par la Grande-Bretagne et les pays colonisés par la France, comment ça s'est passé même en termes de développement. Parce que la France a voulu partir en restant. Et ces bases militaires étaient le symbole achevé. Et ça, peut-être la première génération dans les pays qui étaient nouvellement indépendants aurait pu l'accepter. Mais la deuxième génération qui voyage et qui découvre le monde, qui sait qu'elle n'a rien à envier à ces pays occidentaux, mais ils ne l'acceptent pas. Je pense que ce n'est même pas un problème de réduction d'effectifs, qu'il soit 600, qu'il parte de 3000 à 600, là n'est pas le problème. Je pense qu'ils doivent faire en sorte de retirer même tous les militaires des pays d'Afrique et essayer d'avoir un commandement à partir de la France s'ils le veulent pour coopérer avec l'Afrique comme le font. Le cas parce que le QG du commandement sera basé à Paris. Voilà, parce que c'est par exemple les Américains, pour comparaison, le commandement de l'armée américaine en Afrique se trouve en Allemagne. Donc ça, c'est moins frustrant. Il faut que la France s'adapte. Et comme le disait Cheikh aussi, ce n'est pas un sentiment anti-France, c'est un sentiment à l'égard de la politique que la France mène en Afrique. Les gens qui est assez paternaliste. Aujourd'hui, on est dans un processus démocratique où beaucoup de pays sont des démocraties achevées. Les gens n'acceptent plus. Prenez le cas du Sénégal. Le ministre du pétrole, le nouveau, qui est de Pastef, a dit que la France connaît plus notre cadastre minier que nous. Est-ce que c'est acceptable? Plus de 60 ans après les indépendances. Comment la France, cher le rappeler, 250 usines, c'est bien, mais il ne faut pas que les mamelles de l'économie, que ce soit la téléphonie, les milliards qu'on les sorte pour ramener ça en France, je pense que ça doit s'arrêter. Essayez de voir aujourd'hui comment mettre ensemble ces partenaires internationaux avec le secteur privé national également. Diversifier, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs. Je pense que Ouad l'avait réussi, parce que là, Ouad, il a beau avoir une épouse française, c'était quelqu'un de décomplexé. Malheureusement, Macky Sall, quand il est arrivé, il a tout remis en cause. Et d'ailleurs, par rapport à ce retrait des troupes françaises, là, les drapeaux des 3 unités militaires stationnées en Afrique vont rentrer en France. La 6e BIMA, bataillon d'infanterie de marine au Gabon, la 23e BIMA aussi au Sénégal et la 43e BIMA en Côte d'Ivoire cesseront d'être désormais dans l'ordre de bataille. Parce qu'il y a un signe qui doit faire tilt dans la tête des Français. Quand même le Tchad, qui était le chouchou des Français, est réticent maintenant à la présence française, parce que vous voyez le président Déby Fils, il commence à être copain avec les Russes. Il a reçu Sergueï Lavrov il n'y a pas longtemps en grande pompe. C'est un signal fort qui est envoyé en France. On sait que quand il a mené les troupes tchadiennes au Mali, du temps où Hollande intervenait pour un peu sauver le Mali,
mais il était entouré, sa garde rapprochée était des militaires français. Ça montrait combien le Tchad, même ce Tchad-là, ne veut plus, il faut dire les choses telles quelles, de cette présence française. Je pense que ça doit amener les Français à savoir raison garder et à retirer les troupes. Ici au Sénégal, on a combien? Un peu plus de 300 éléments, on les appelle éléments français du Cap-Vert, mais je pense que tous ces gens-là doivent se retirer parce qu'on ne peut pas dire que nous sommes indépendants comme l'ont dit les nouvelles autorités et 64 ans, 65 ans après, qu'il y ait des Français comme si nous ne sommes pas assez grands pour nous gérer nous-mêmes. Cheikh Sadibou, le commandement militaire pour l'Afrique est inspiré du modèle américain AFRICOM qui vise à améliorer la coordination et cela plutôt le modèle français également vise à améliorer la coordination des opérations sur le continent. L'objectif est de maintenir une présence plus discrète mais flexible et capable de s'adapter rapidement aux besoins des partenaires africains. Comment aujourd'hui cela pourrait conduire à repenser en profondeur la stratégie militaire française en Afrique? En tout cas, vous l'avez cité tout de suite, vous parlez de présence militaire plus discrète. Donc je sais que... Avec une réduction des effectifs, pas un retrait total, mais plus une réduction drastique des effectifs. Mais je dis qu'une présence, en tout cas militaire française, américaine ou russe, en tout cas ne peut pas être discrète. Du moment où, lorsque les instructeurs militaires russes ont été au Mali dans le Sahel, on nous a parlé de Wagner et donc pour vous dire tout simplement en résumé que, en tout cas, il est temps que les Français puissent revoir leur copie parce qu'on est des États indépendants. À un moment donné, lorsqu'on vous donne votre indépendance, donc ça veut dire que vous êtes responsable. Vous êtes assez responsable de gérer votre pays sur le plan sanitaire, sur le plan diplomatique, sur le plan tel, jusqu'au plan militaire. Mais jusqu'à présent, on voit le maintien de ces bases-là et il nous faut repenser à vraiment revoir comment les Français vont sortir donc, du continent africain, mais sortir aussi par la grande porte. Certes, sur le plan militaire, ne sont pas assez autonomes, mais il y a une diversification de partenariats militaires qui permet à nos États de coopérer avec la France, la Chine, la Russie, avec d'autres pays. Certes, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'industrie militaire assez forte dans les pays francophones, mais à un moment donné, nos armées sont devenues des armées aguerries. Je vais parler de l'armée du Sénégal et même des autres pays que je respecte beaucoup, comme le Mali, la Mauritanie. Donc c'est des armées qui ont su faire face à des problèmes liés au terrorisme, à des problèmes aussi liés à la rébellion. Je vais parler du Sénégal. Donc ce commandement-là, quel sera son rôle sur le continent africain ? Quelles sont les visées de ce commandement? Est-ce que ce commandement... Beaucoup plus accompagner ces pays africains, mais selon les besoins exprimés aujourd'hui par ces pays africains-là, mais ne plus comme l'exemple des BIMA que j'ai donné tout à l'heure, qui étaient des bataillons d'infanterie de la marine, qui avaient en tout cas des pouvoirs ou bien des possibilités d'attaque, d'intervention dans certains pays. Ce ne sera plus le cas. Là, ce sera plus dans l'instruction, mais aussi l'accompagnement des pays selon les besoins exprimés par ces pays-là. Oui, savez-vous que même lors des formations entre les militaires français, les militaires de l'Union européenne, je veux dire la France, l'Allemagne et tout ça, avec beaucoup de pays africains, les munitions venaient des pays africains. Donc, et c'est eux qui demandaient même à avoir ces partenariats militaires-là avec, par exemple, le Sénégal ou le Mali, mais les munitions venaient du Sénégal, du Mali et des autres. Alors qu'actuellement, vous avez vu ces pays, lorsqu'ils ont diversifié le partenariat militaire, mais ils ont su acheter et coopérer avec des pays comme la Chine, la Turquie qui les vendent des drones Bayraktar, alors que beaucoup de pays occidentaux refusaient pratiquement de les vendre ces armes-là. Vous avez vu Abdoulaye Diop lors de son entretien à Paris, il a complètement éclaté ce qui s'est passé dans ce Sahel-là par rapport aux besoins sur le plan militaire. Donc pour vous dire, coopérer c'est bien sur le plan de la formation, sur le plan stratégique, mais à un moment donné, il faut laisser nos États la plénitude de pouvoir définir leur politique militaire par rapport à vraiment ce qui se passe sur le continent africain, par rapport aussi à leurs différents pays. Mais aussi, le commandement actuel français dirigé par ce général-là, donc Pascal, les Africains ont une pensée assez négative par rapport à Pascal. Pascal, effectivement, parce que la charge historique là. Oui. Proposition de ces généraux, en tout cas, qui n'ont pas été soutenus officiellement par le gouvernement ou bien par l'État central français. Ce que je disais, c'est par rapport à la présence militaire française au Mali, dans le nord, à Kidal et autres, on a vu comment Goïta et ses hommes ont reconquis Kidal avec l'appui des Russes en un temps record. Et la question c'était,
l'armée française, qu'est-ce qu'elle faisait là-bas. Et des drones turcs surtout, puisque l'intervention des drones a beaucoup plus facilité la reprise de ces zones. C'est comme et le dirait, renseignement les également. militaires français encourageaient un peu l'irrédentisme dans le nord du Mali. Et ce commandement militaire aujourd'hui pour l'Afrique, comme je le disais tout à l'heure, va être basé à Paris et aura pour vocation d'organiser le soutien aux pays partenaires dans la lutte contre le terrorisme et l'extension aujourd'hui des différents trafics, la formation des armées régionales également, la stratégie d'accès, le souci de la discrétion et le premier effet recherché suite aujourd'hui aux attaques informationnelles qui ont rendu l'armée française radioactive sur le continent. Cette nouvelle donne pourrait-elle, selon vous, faire d'avis, selon certains pays africains, cette en tout cas nouvelle donne, pourrait-elle faire changer d'avis ces pays africains avec qui aujourd'hui les relations sont tendues ou étaient assez tendues avec la France? Oui, je pense que ça peut mieux amener des pays à quoi, parce que de toutes les façons, les armées du monde coopèrent, que ça soit, par exemple, récemment, j'ai vu l'armée américaine qui faisait des manœuvres, c'était en Côte d'Ivoire et même à Djibouti aussi, il y avait des manœuvres. Donc ça, les armées coopèrent. Mais ce que les pays n'aiment pas, nos pays africains, avec les générations que nous avons, c'est que des militaires français soient toujours présents sur des bases militaires ici au Sénégal, en Côte d'Ivoire et autres. Ça, les Africains ne peuvent plus l'accepter parce que les choses ont changé. Nous avons des militaires, moi je tresse des lauriers à nos militaires. Regardez ce qui s'est passé de janvier à mars. Ça aurait été dans un autre pays, on aurait connu un coup d'État. Mais chapeau à nos forces militaires au Sénégal parce que c'est des gens qui sont très bien formés. Nous avons fréquenté les mêmes universités, ils n'ont pas de complexe à l'égard des militaires français, ils sont même mieux formés qu'eux. Certes, il y en a qui vont à Saint-Cyr, il y en a qui vont à Meknès, il y en a qui vont à Saint-Cyr, dis-moi à West Point, Fort Benning. Moi, j'ai eu la chance de visiter la base en Géorgie de Fort Benning. Mais vous êtes, quand vous entrez dans ce temple de l'armée américaine, vous savez vraiment que ça c'est une armée aguerrie. Et la coopération, vous voyez des militaires sénégalais qui viennent là-bas, des militaires de pays, c'est bien qu'ils changent de doctrine et qu'ils puissent avoir un commandement à partir de Paris, très discret, qui continuera à coopérer, parce que ça, forcément, coopération militaire, il y aura, parce que le monde est assez imbriqué pour que les gens, au plan militaire, chacun évolue de son côté. Cela pourrait-il contribuer, comme je le demandais tout à l'heure, à faire changer d'avis certains de ces pays-là qui ont des positions hostiles vis-à-vis aujourd'hui de leurs anciens partenaires français? Je pense que, peut-être vous pensez au Mali, à ces pays de l'AES plus particulièrement. Le Niger et le Burkina. Je pense qu'avec le temps, peut-être pas avec les militaires actuels, parce que le fossé est assez lourd. Et ils ont gardé un mauvais souvenir du comportement de la France vis-à-vis des terroristes qu'ils étaient venus les aider à combattre. Je pense que peut-être en cas de changement d'homme à la tête de ces pays-là, progressivement ça va se faire. Parce que de toutes les façons, les pays sont condamnés à coopérer, que ce soit au plan économique ou au plan militaire. Et cher, ce commandement aujourd'hui, le commandant de ce commandement militaire pour l'Afrique, le général Lani, a occupé le poste de porte-parole du chef d'état-major des armées. Il était aussi chargé de l'anticipation et de la stratégie au sein de l'état-major des armées. Il est spécialiste des questions d'influence et de lutte informationnelle. Quelles sont vos attentes aujourd'hui par rapport à cette nouvelle forme de partenariat entre Paris et les pays africains? Oui, tout d'abord, par rapport au général, moi je l'ai suivi lors d'une interview sur une télévision française. D'ailleurs, c'est ce que reprochent la plupart des Africains lorsqu'ils parlent des fake news, de la propagande russe en Afrique. À un moment donné, le journaliste lui demande « Mais est-ce que vous avez des preuves par rapport à ce que vous avancez là ?» Il a tout simplement dit non. Il a tout simplement dit non, donc ça je peux vous l'envoyer après. Donc pour vous dire tout simplement... J'ai suivi le documentaire où il prenait l'exemple des labos, ce qu'on appelle les laboratoires de Wagner pour aujourd'hui créer tous ces fake news. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas une propagande de Wagner en Afrique, mais si on dit qu'il y a une propagande de Wagner en Afrique, mais il y a aussi une propagande de la France en Afrique. Parce que, bon, les Russes, ils défendent leurs intérêts, les Chinois, la même chose. Les Français aussi, ils défendent leurs intérêts, mais pourquoi les Africains ne doivent pas défendre leurs intérêts par rapport à la politique française en Afrique? C'est cette politique actuellement qui est en train de déranger. Donc, comme vous le voyez, ça a amené même des divisions. Maintenant, vous avez vu l'AES qui se braque
pratiquement qui se tournent vers les pays du BRICS, vers la Chine, vers la Russie, vers la Turquie, donc sur le plan militaire. Certes, nous pensons qu'à un moment donné, il y aura réconciliation entre les pays de l'AES et la CEDEAO. Nous souhaitons même que cette réconciliation soit menée par l'actuel président de la République, Bassirou Diomaye Faye, donc qui est jeune, qui est vraiment en avance sur son temps, qui comprend vraiment les aspirations aussi de ces dirigeants-là. Donc pour vous dire tout simplement que la politique française doit s'adapter, doit être... Juste une petite contribution, l'existence de l'AES ne devrait pas être contraire également à celle de la CEDEAO, d'autant plus qu'on a connu le G5 Sahel et la CEDEAO aussi. Effectivement, pour moi, bon, parce que dans tous les continents du monde, on peut assister à la naissance d'organisations sous-régionales ou autres. Ça ne pose pas de problème. Personnellement, moi, l'AES ne me dérange pas. Parce que la CEDEAO, moi, j'émets des critiques contre la CEDEAO, mais je ne dis pas qu'il faut dissoudre la CEDEAO. C'est une très bonne organisation qu'il faut réformer cependant. Il faut réformer ces textes par rapport vraiment à ce qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Au-delà de cette responsabilité qu'on situe souvent au niveau de la France, au niveau du partenaire français, qu'en est-il également de la responsabilité de nos dirigeants, puisque aujourd'hui dans ces 3 pays de l'AES que nous citons depuis tout à l'heure, suite au coup d'État qu'il y a eu, les militaires qui ont eu à diriger ces coups d'État ont justifié ça par l'incapacité en tout cas de ces pouvoirs civils en place de gérer la situation du pays ou de répondre aussi aux attentes de ces populations-là. Donc qu'en est-il également de notre responsabilité à nous, de la responsabilité des dirigeants? Il y a une responsabilité de la part de nos dirigeants. Ça, on ne peut pas s'en défaire. Mais ce qui est important de souligner, c'est que la France a toujours soutenu des dirigeants qui ont cherché à avoir des 3e mandats, des dirigeants peut-être qui ont fait peut-être des coups d'État. Donc quand il s'agit maintenant du Mali qui traverse une situation assez difficile, assez catastrophique, parce que c'est un État qui est menacé. C'est la vie vraiment de la nation malienne qui a été menacée. Beaucoup de territoires ont été contrôlés par des terroristes. Au Burkina, c'est la même chose. Au Niger, c'est la même chose. Et même ces groupes terroristes sont en train de menacer d'autres pays de l'Afrique centrale. Donc, pour vous dire qu'il y a des mutations, peut-être que nous, qui sommes dans des pays assez stables, que nous ne pouvons pas comprendre. Parce qu'au Mali, d'abord, il y a des problèmes ethniques. Donc, il appartient certes aux dirigeants d'apporter une réponse assez positive par rapport à cela, mais aussi il y a des problèmes liés au développement. Tout à l'heure, le doyen l'a parlé, parce que les jeunes ont tendance à s'affilier à ces groupes terroristes qui proposent de l'argent. Donc, à un moment donné, il y a une certaine responsabilité pour ces dirigeants. Il faut qu'ils luttent contre vraiment la corruption, il faut qu'ils luttent contre la gabegie et ces autres aspects qui menacent pratiquement la vie de ces États-là. Mais on voit pratiquement ces dirigeants-là mener cette corruption-là. Tout l'intérêt donc pour ces dirigeants africains de prendre leurs responsabilités pour mieux répondre aux attentes de leur population. Et les emprises françaises en Afrique et leur visibilité sont devenues difficiles à gérer. C'est à la suite d'ailleurs de cela que Emmanuel Macron a missionné en février dernier l'ancien ministre Jean-Marie Bockel en Afrique. Sa mission consiste à échanger avec les partenaires africains sur les nouvelles modalités de la présence militaire française sur leur sol. Vous, comment voyez-vous aujourd'hui la présence militaire française en Afrique dans les années à venir? Mais faire dans la discrétion et même en réalité, si la France peut se passer de cette présence, ça va être mieux pour la France. Parce qu'en fait, c'est une présence qui est inacceptable. Je le répète, pour les générations d'Africains d'aujourd'hui. Il n'est plus acceptable. Moi, je plains nos commerçants, mais quand vous voyez les grandes enseignes qui sont installées à travers le Sénégal, ça, si nos commerçants étaient assez dégourdis, on aurait pu s'en passer. Parce que ça aussi, ça dénote du fait que au plan économique, souvent nous aimons l'informel. Regardez un petit glissement, ces histoires de marchands ambulants qui assaillent le Sénégal et qui est au devant de l'actualité. C'est quelque chose qu'on aurait pu formaliser depuis longtemps parce que c'est quand même quelque chose qui peut rapporter à l'économie nationale si c'est organisé. Mais on dit oui, c'est l'informel. On a même créé des ministères qui sont à charge de ça. Mais on n'a absolument rien vu en termes de politique. Alors que c'est par là où on peut passer pour contrecarrer cette omniprésence de la France. Parce que quand on regarde la téléphonie, les secteurs clés qui sont les mains des Français, il faut que ça change plus de 60 ans après nos indépendances. Parce que si on continue comme ça, ça veut dire qu'on en a encore pour peut-être d'autres 50 ans et ce n'est pas tenable pour beaucoup d'Africains. Et selon vous, quel avenir pour la diplomatie française en Afrique? Une diplomatie qui n'est pas paternaliste,
d'égal à égal, dit donnant-donnant. Je pense que partenaire au vrai sens du terme, mais pas un partenariat déséquilibré en faveur de la France. Parce que si la France comprend ça comme ça, il n'aura pas de problème avec des pays comme le Sénégal, parce que aujourd'hui, quand le président Diomaye et son premier ministre disent qu'ils sont des souverainistes, les gens, ça peut être mal perçu du côté français, mais la France défend ses intérêts. Donc eux aussi... Lors de la visite du président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye en France, dans en tout cas le communiqué conjoint, le président français Emmanuel Macron s'est dit également ouvert aujourd'hui à un partenariat selon les visions ou bien la vision des nouvelles autorités sénégalaises. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Mamadou Thior, journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup. Merci également à M. Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci encore. Merci Daouda. Merci aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programmes sur nos antennes.